While I'm smoking on Chantel. Oh, my bitch, till I see you break. Back to that breaking news live from Chopper 2, a mass shooting. At least 6 people shot. This all happening at 65th and King Drive in Parkway Gardens. The age ranges of those people ranging from 14 to 23 years old. Dangerous out here, man. If ain't from here, don't come here. Please don't. It's real. It's hectic. C'est vrai que la drill de Chicago, elle nous a pas pondu des anges, mais aujourd'hui on va parler de sans aucun doute le rappeur le plus sombre de cette ville. Ouais, tu sais, le serial killer qui te raconte tellement bien ses meurtres que t'as l'impression d'être à ses côtés. Beaucoup d'entre vous m'ont attendu sur cette vidéo et aujourd'hui c'est bel et bien au tour de King Von. Les fans ont énormément kiffé sa manière de raconter ses histoires qui puent le vécu, mais aussi l'image qu'il dégage sans oublier sa manière de rapper. Sauf que derrière tout ça, ce mec il a fait disparaître un nombre impensable de gens. Il a toujours esquivé les longues peines de prison et survécu à la violente guerre des gangs de Chicago durant toute sa vie. Tout le monde le sait, mais les adolescents de cette ville, ils étaient particulièrement agités dans la rue. Ils mettaient la pression à leurs ennemis sur les réseaux sociaux afin de prouver au monde entier que le match à mort sur Call of Duty, ils étaient en train de le gagner. Pendant que son pote Rondo Number 9, lui, était sur les réseaux sociaux en train de montrer son nouveau lance-roquette, t'avais Von qui au même moment était en train de s'embrouiller avec un de ses ennemis sur Twitter, et le sujet de l'embrouille, c'est lequel des deux aurait fait disparaître le plus de gens. Moi j'en ai fait disparaître 4, même sur GTA t'as pas autant de kills. 4 c'est le chiffre qu'annonçait mon compteur jusqu'à hier soir. Mais je pensais que t'avais vu les news ce matin parce qu'hier soir on a fait disparaître ton pote. Mais avec tout ça, la police de Chicago ils arrivaient quand même à résoudre que 20% des homicides et je me demande pourquoi. Et pour comprendre la guerre la plus connue du game, on va aller jusqu'à Chicago et plus précisément au Parkway Garden. Situé exactement dans le sud de la ville, faites pas semblant, mais vous connaissez tous au bloc. Ce quartier, c'est une usine à stars. Il y a des légendes comme Chief Keef et encore King Von qui y ont grandi, mais très peu savent que la génération d'avant a connu l'ancienne et célèbre première dame, Michelle Obama. Et elle dira d'elle-même que c'était pas la joie, mais c'était quand même beaucoup plus calme que la période 2010 jusque 2020. Inglewood connaît depuis longtemps une guerre entre deux équipes qui se détestent jusqu'à s'entretuer. Les fameux Black Disciples d'un côté, puis les Gangster Disciples de l'autre. Et à eux deux, ils sont répartis comme des fourmis dans tout le sud de la ville. Cette guerre, ils disent qu'elle a commencé depuis minimum 1990. Ouais, 35 ans de guerre, même les pays qui s'entretuent pour des milliards, ils finissent par s'exterminer ou faire la paix bien avant. Mais au départ, c'était plus organisé et structuré. La guerre avait un sens entre gros guillemets, même si bien sûr, il n'y a aucune raison valable. Mais la raison de cette longue bataille, c'était nul autre que récupérer le plus de territoire possible afin d'y revendre des produits illégaux et se faire une tonne d'oseille. Les Bee Gees, ils contrôlaient tout un immense quartier situé à même pas 5 minutes d'O-Block qui était le plus gros point de vente de la ville. Ils y postaient carrément des adolescents armés de snipers sur les toits des bâtiments qui eux faisaient littéralement plus d'une quinzaine d'étages. Et lorsqu'il faisait nuit, ils avaient même le droit aux lunettes à vision thermique tout comme dans Call of Duty. Selon les policiers, le bâtiment en question il générait pas moins de 300 000 $ par jour pendant une dizaine d'années. Je vous laisse faire le calcul et me dire ce que vous aurez fait de tout cet argent dans la section commentaires, parce que moi je suis totalement dépassé par tous ces chiffres. Et au vu du nombre d'argent en jeu, les tontons de l'époque ils se sont mis à gérer le truc comme une entreprise, qu'ils protégeaient comme leur bébé. En gros ils étaient prêts à mettre leur vie en jeu pour leur rinter. Mais toute belle histoire a une fin, donc le grand jour est venu où la police a fait une si grosse descente que malgré les ahas, tout le monde s'est fait choper, y compris le patron de la société. La ville a décidé d'immédiatement détruire tous les bâtiments et c'est à partir de là que la majorité des Black Disciples ont migré vers O-Block et ils se sont automatiquement mis en affront contre les Gangster Disciples qui étaient juste en face d'eux, qui ont eux aussi vu leur célèbre leader Larry Hoover se faire arrêter. À partir de là, les deux gangs ils n'avaient plus aucune direction et ils avaient tous un point commun, c'est qu'ils avaient qu'une seule idée en tête, exploser celle de leurs ennemis. Mais leurs petites embrouilles ont carrément pris une autre tournure lorsque Chief Keef est arrivé avec le plus gros impact possible. Et il était pas le seul, avec Lil Durk, Rondo ou encore L.A. Capone, ils ont ramené une vague de violence que la ville n'avait jamais connue. Et tous ces mecs, c'est uniquement des Black Disciples qui ont réussi à percer. À côté, t'avais leur ennemi Gigi qui ont tout essayé afin de connaître le même succès, mais malgré leur talent, ça restera sans effet. Même si des grosses têtes comme FBG Duck, Lil J ou encore Lil Jojo ont fourni un sacré boulot, ça sera pas suffisant parce que l'impact qu'avaient les mecs d'en face était bien trop puissant. Chief Keef et tout le reste, eux, ils vont pas se gêner pour envoyer des lyrics super violentes envers tous les GD. Et bizarrement, ça va plaire au monde entier comme quand ils insultent le petit
petit Tuka, qui s'était lui fait tuer à un arrêt de bus alors qu'il avait seulement 16 ans. Mais le problème c'est qu'il a insulté et insulté, sauf que les mecs d'O-Block, ils ont aucune limite. C'est Chief Keef qui va commencer la traîne, mais à chaque musique, il va faire en sorte de mettre le truc à un autre niveau. Comme la fois où dans son intro, il va se mettre à tousser en fumant son ennemi décédé, Tuka. Tuka's death became the focal point for a lot of violence because the gang members that killed Tuka then used social media to really insult his memory. In this case, you have this young man actually in his coffin, right. And this image has also been defiled. That is the biggest no-no in this particular context. That really escalates it. And that really escalates future retaliation. En gros, Tuka, c'était un membre des Gangster Disciples qui s'est fait éliminer à l'aide des petits morceaux de métal par le gang rival. Mais d'après les dires, cet adolescent, c'était un serial killer dans l'ombre qui leur faisait beaucoup de mal. Et je veux bien y croire quand on voit à quel point il se venge sur lui depuis tant d'années, c'est un tout autre niveau de haine. Et Chief Keef, il sera pas le seul parce que Lil Durk, King Von et plein d'autres vont se moquer de lui dans leur musique. La moquerie, elle a pris une si grosse ampleur que même des rappeurs qui n'ont rien à voir avec Chicago se mettront à dire qu'ils fument Tuka dans leur son, par exemple Lil Pump qui n'a rien à voir avec ces histoires, ou encore Young M.A qui vient de New York et ne connaît aucun de ces garçons. Et même des rappeurs qui ont snitch comme Spotem Gotham qui habite à l'autre bout du pays, mais surtout je pense que chez lui à Jacksonville il a déjà assez de soucis. Ils utilisent Tuka comme une moquerie, tout ça pour être du bon côté de la guerre, car comme je le disais, au bloc ils étaient vraiment plus populaires. Et lorsqu'on demande à FBG Duck, un Black Disciple qui était proche de Tuka, ce qu'il pense de tout ça, il devient plutôt radical. But like I say, niggas they gotta watch their mouth. You know what I'm saying? Cause like we ain't gonna play with you. Like right now to this day, he probably think that everything all groovy. But no, when I see you, I'm gonna slap you. I'm gonna do something to you. I'm gonna beat you up real bad, my kids. And if you act like you wanna go to gunplay, shit gonna get real on my kids. Comme tu l'as compris, l'embrouille entre les deux camps, c'était pas juste pour faire beau sur les réseaux sociaux. Dehors, tu sentais vraiment une tension. Suffisait que tu jouais la mauvaise musique dans le mauvais quartier, puis pouf, tu te faisais fumer. Y a même une rediffusion de live dans laquelle tu peux voir King Von en plein milieu d'O-Block, en train d'apprendre à un enfant comment utiliser son truc en métal et surtout à dire fuck Tuka. Fuck Tuka. Shoot him in his head. Shoot him in his head. You got a point right here. Boom, fuck Tuka. Mais à partir de là, du côté des proches de Tuka, il y a énormément de personnes qui se sont senties blessées. Et ils vont pas perdre une minute avant de tout faire pour le venger et honorer sa mémoire. Et Tuka, il est originaire d'un quartier et d'une rue dont des gens se sont cassés la tête avant de trouver le nom. Sauf que ses potes, après sa disparition, ils ont décidé que non, ici, dorénavant, ça s'appellera le Tukaville. Et lors de la vengeance, les Gangster Disciples, ils en avaient rien à foutre de qui était présent ou non. Si tu traînais avec ceux d'O-Block, ils faisaient tout pour t'envoyer au ciel, quoi qu'il arrive. Il y aura même une jeune adolescente assassin qui était proche de Tuka et qui va se mettre à fond sur cette guerre. Kei, de son vrai nom Gakira Barnes, elle avait seulement 17 ans mais était déjà connue dans toute la ville pour envoyer des petits morceaux de métal. Ils disent même qu'elle aurait participé à une quinzaine de fusillades avant qu'elle-même ne rejoigne Biggie et Tupac. Et parmi ceux qui l'ont envoyé à ce concert privé, King Von, il était bel et bien présent. Ces deux-là, ils ont eu une des relations les plus bizarres que le rap game n'ait connu. Un hacker avait même fait fuiter des screens de leurs discussions à l'époque, et en vrai, on peut dire qu'ils étaient grave bizarres. Parce qu'on part du principe que ces deux personnes, elles font partie de deux équipes différentes qui n'ont qu'un seul but dans la vie. Faire disparaître ceux d'en face, un peu comme dans un match à mort sur Call of Duty. Mais à côté de ça, King Von, il osait lui envoyer des messages du genre « T'as un potentiel physique de ouf, laisse-moi t'emmener faire du shopping, te faire glow up, et ensuite on fera des petits bébés. » En gros, il l'a clashé et il l'a charmé à la fois, sauf
sauf que Kei, elle était du genre, me rends pas ouf mec, tu sais très bien, mais je rigole pas trop avec ces trucs-là. Mais Von, lui, il était à fond sur elle, il l'a mentionné même tard la nuit en lui disant « Bonne nuit ma femme ». Et on va pas se mentir, mais ce mec, il était super malin. La guerre de Chicago, c'était un peu comme un jeu pour lui. Il effectuait un boulot psychologique sur son ennemi avant de le faire disparaître. Il essayait de la charmer et surtout de rentrer dans sa tête. Parce qu'à cette époque, dans les quartiers sud de Chicago, il arrivait à charmer pas mal de meufs et il savait en jouer. Mais n'oublions pas qu'à côté de ça, c'était clairement un démon qui voulait voir du liquide rouge éclaboussé. Parce que ouais, aujourd'hui, on va voir seulement une de ses affaires, mais sachez qu'à ce moment-là, il avait déjà plusieurs fantômes qui le suivaient partout où il allait. Faut surtout savoir que c'était le pire ennemi de la police dans le sens où il leur disait jamais un mot. Arrêté un grand nombre de fois pour vol à main armée ou encore possession de maxi-trucs en métal. Il a même déjà été arrêté pour un meurtre que la justice n'arrivait pas à prouver et à partir de là, ils se sont dit ok, on est foutu. Parce que ouais, manque de preuves plus un client muet, ils savent très bien, mais King Von, il ira pas en prison longtemps. Et la disparition pour laquelle il était accusé, c'était nul autre que Model qui faisait partie de la 63rd. Même équipe que Tuka, Kei et tout le reste. Ce jour-là, c'était un samedi comme un autre sur Chicago. Et là-bas, quand c'est le week-end, ils sont tous contents, donc ils envoient des petits morceaux de métal dans toute la ville. Ce jour-là, il y a eu 24 touchés à travers Chicago et 2 qui ont disparu, dont Model de la 63rd. Et King Von, il va pas se cacher, non, il veut que tu saches que c'était lui. Donc il va se poser sur son canapé afin de tweeter « Putain, il y a Model et Crack qui se sont fait tuer en octobre, qui va se faire tuer en novembre. Restez branchés. » Limite, on dirait qu'il est en train de te présenter l'émission du matin chez Génération. Et moi, si je fais partie de l'autre équipe et que j'entends mon ennemi psychopathe me dire ça, j'arrête tout, j'abandonne et je change de pays. Mais bref, tout ça, c'était juste pour te contextualiser la folie du mec. Et surtout comprendre qu'il faisait déjà disparaître les amis de Kei un par un, en se moquant ouvertement d'eux sur les réseaux sociaux. Il y a même une fois où il va choper Kyra dans le train et se mettre à la frapper comme jamais. Mais le pire, c'est qu'il en était fier parce qu'il va directement prendre son téléphone et nous annoncer « Il y a une ennemie qui vient de se faire tabasser dans le train, elle n'était pas à l'affût, donc pensez-y. » Et elle va immédiatement répondre « J'avoue, mon bras et mon oreille sont en mauvais état. » En mode « Vas-y, sur ce coup-là, t'as gagné, le point, il est pour toi. » Mais elle va surenchérir avec un autre message en disant « J'ai rien à part une petite trace, par contre, mon maxi-truc en métal, lui, il va te faire un gros trou dans le visage. » Et seulement 4 jours après cet incident, Kei va lâcher un post en disant « Retweetez si vous me trouvez belle. » Et Von, lui, il loupera pas l'occasion, mais surtout, elle va à peine poster qu'il aura déjà retweeté. Le mec, à minuit, il est collé à son téléphone et son truc en métal en même temps, prêt à débouler comme un psychopathe. Sauf que peu de temps après, elle va directement se venger, je m'explique. Elle va encore une fois se balader dans le train lorsque cette fois-ci, elle croisera un ami proche de King Von et qui est Lil Scud. Et si comme moi, tu vois bien sa tête de psychopathe, t'auras du mal à croire la suite. Parce que Kei, elle va lui sauter dessus et le défoncer. Et comme King Von le faisait si bien, elle va sauter sur Twitter à son tour afin de dire à tout le monde « Les gars, j'ai défoncé Lil Scud, donc faites savoir à Davon que moi, je suis pas une salope. » Et au bout de 30 minutes sans réponse, elle va renvoyer un tweet « Je te jure, je l'ai défoncé dans le train, j'étais toute seule. » Et il a même pas représenté votre quartier, il m'a dit qu'il venait de la 7ème rue. Puis boum, on aura une réponse très inattendue de King Von qui va lui dire « Lol, Kyra, je te mens pas, je pense que je t'aime. » Et elle va lui dire que de son humble avis, elle pense clairement que King Von, il était de l'autre côté, autrement dit, il aime les hommes. Et ça, c'était pas trop un truc à lui dire parce que je crois qu'il l'a pris personnellement et on peut le voir à travers sa réponse. Ne fais pas ça, ma fille, tu veux pas être ce genre de femme. Moi, je vais bien te traiter, je te le jure sur David. Ouais, eux là-bas, ils s'amusent souvent à jurer sur le défunt King David Barksdale, le fondateur de leur célèbre gang, les Black Disciples. Et c'est là que tu comprends jusqu'où va la Matrix des mecs. Mais après ça, Von, il va passer à l'étape supérieure et directement lui envoyer un DM. C'est comment j'essaye de te faire changer, de te faire évoluer, je veux juste réussir quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut la clasher et la complimenter au même moment, c'est à plus rien comprendre. Mais Kei, elle va lui envoyer une réponse courte mais radicale. Eh mec, tu m'énerves. Ouais, Kei, on dirait que s'exprimer c'était pas trop son point fort, ce qu'elle préférait c'était les embrouilles. Mais Von, il abandonnera pas et va surenchérir avec « Non mais je t'aime vraiment, c'est pas des bêtises et quand toutes ces histoires sur Chicago seront terminées, toi et moi on vivra notre histoire d'amour. En gros, laisse-moi un peu de temps que j'élimine tous tes ennemis et ensuite on fera ce qu'on a à faire. Si c'est pas un comportement de psychopathe dérangé, moi je sais pas ce que c'est. » Mais c'est là que ça devient intéressant car on dirait que Kyra a commencé à mordre à l'hameçon en lui disant « On m'a dit que vous là, les mecs d'Oblock, vous complotez contre moi et que vous voulez me faire disparaître. Ouais, je peux pas te mentir mais y a pas mal d'enfoirés qui sont sur le point de te faire. Par contre moi, je peux pas te toucher, t'as l'air tellement cool meuf. D'ailleurs, c'est quand que t'arrêtes les histoires
histoires de gang, ça y est, passe à autre chose et va te faire tes ongles, je sais pas moi. Mais tout ça, je crois que c'était pas dans les projets de K.I. Quoi, tu crois que je suis une bouffonne? Arrêtez les bails de gang, de quoi tu me parles? Et là, Von va lui envoyer un message qui va nous faire douter sur tout depuis le début. Moi, je demande juste parce que je veux pas être contre toi. Et je vais peut-être mourir dans ce truc, mais j'aime pas perdre ou abandonner. Parce que j'aime mes gars. Et ce message, il te fait tout remettre en question. Parce que jusqu'ici, j'avais grave l'impression qu'il se foutait de sa gueule. Mais tout d'un coup, on dirait une discussion à 1h du matin, à cœur ouvert. Suite à quoi Kea, il lui dira clairement qu'elle a l'impression que les gens d'O-Block se sentent menacés par elle. On essaye de faire disparaître tout le monde, c'est pas comme si on était pressé que ça soit ton tour. Mais par contre, j'avais un 9 mm sur moi aujourd'hui quand je t'ai vu conduire ce vélo. Malheureusement, la police était juste à côté. Puis même l'autre fois, quand je t'avais défoncé dans le train, bah la meuf qui m'accompagnait, elle avait un calibre 7 mm sur elle. Donc si je voulais vraiment, j'aurais tenté ma chance quand t'étais dans le train ou alors sur le vélo. Quant à Kea, elle mettra fin à la discussion assez radicalement en revendiquant fortement son gang, les GD de STLEBT, plus connu sous la 63rd. Et elle dit clairement qu'elle serait prête à mourir pour eux. Et King Von, provocateur qu'il est, il va juste lui répondre: tu dois sûrement être bourré en ce moment même. T'as pas besoin d'essayer de faire la chaude à chaque fois. Le lendemain, elle postera un message sur Twitter en disant fuck Audi Perry. Et ce mec, il était tellement aimé qu'ils ont repris le O de son prénom afin de renommer leur quartier O-Block. Donc Von, il va lui répondre: tu vois meuf, c'est pour ça que tu te fais défoncer et tout. Et je le sais, depuis tout à l'heure, ça fait pas mal de messages sur Twitter. Donc Von, lui, il en a eu marre. Il a donc décidé d'aller tout seul dans leur quartier et le pire c'est qu'il était à pied. Malheureusement pour lui, pas de K.I. à l'horizon, par contre des potes à elle étaient posés devant une épicerie, mais selon lui, dès qu'ils l'ont vu, ils auraient été pris de panique. Ils sont vite rentrés à l'intérieur en demandant au patron: chef, s'il te plaît, faut fermer la porte là, y a King Von qui est juste devant. Qui ça, fiston? King Von? Et faut croire que même le patron du magasin, il avait déjà entendu parler de lui parce que dans les secondes qui suivent, ils vont fermer l'épicerie. D'après King Von, le grillage il s'est vite refermé, ce qui l'a empêché de rentrer. Et tout ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui-même qui l'a tweeté, même si j'avoue que j'ai un peu whippin l'histoire, histoire d'en rajouter. Sauf que pour Kira, y a rien qui a été rajouté, elle va vite répondre à King Von et lui dire: j'arrive tout de suite sur les GD. Je suis déjà parti de façon, donc prends ton temps. À chaque fois qu'ils disent sur les GD ou sur les BD, en gros, c'est qu'ils jurent sur leur propre gang, les Black Disciples ou les Gangster Disciples. Après ça, extinction des feux durant une semaine, plus rien entre les deux, que ça soit en public ou alors en privé, jusqu'à une semaine plus tard. Kira revient sur Twitter en postant: je vais au Swisher Sweets aujourd'hui, un magasin qui est littéralement situé sur le territoire d'O-Block. Von lui répondra: non, ne fais pas ça, surtout aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour. Tais-toi, t'es qu'un bouffon, il y a 2 ans, mon frérot Butta, il t'avait salement défoncé. Pas faux, mais tu te souviens de ce que je vous ai fait juste après, rassure-moi. Tu penses être un tueur, mais t'as besoin d'entraînement, mon gars. Et j'aimerais bien vous expliquer de quoi ils sont en train de parler, mais ils ont déjà tout balancé sur Twitter. Mais en gros, FBG Butta, il avait défoncé King Von en plein milieu d'O-Block, une défaite qui est clairement inconcevable pour lui. Donc après sa défaite, King Von, il s'est dirigé dans leur quartier et boum, il a envoyé des petits morceaux de métal dans les fesses d'FBG Butta. Mais heureusement, il a survécu, il lui en fallait plus à celui-là. Et si tu penses qu'ils vont arrêter de se balancer, c'est pas le bon moment parce que Kea, il va lui répondre: mec, tu parles trop, demande à ton pote Sheroid, il va te dire qui je suis. C'était un membre d'O-Block et proche de King Von qui nous a tragiquement quittés. 2 jours plus tard, Kira va revenir sur la plateforme Twitter et clairement dire: bon, là je veux rencontrer Von en face à face. Von qui lui répondra lui-même: non, je te jure, tu ne veux pas que ça se passe, Keira. Et quelques jours plus tard, le 20 novembre 2012, Von se fera arrêter pour possession d'armes, ce qui le mettra hors circuit de toute cette guerre pendant toute une année. C'est pendant cette période que la sœur de Von, Kyla B, va prendre le relais sur Twitter en disant: hey Kea, mon frère te dit que tu lui manques beaucoup derrière les barreaux, pourquoi tu lui rendrais pas visite? Mais tout ce qu'elle aura comme réponse, c'est un simple lol tout fade. Jusqu'au 11 février 2014 où Von verra enfin la lumière du jour et il postera immédiatement un message en mentionnant Kei. Eh, c'est comment, je t'ai pas manqué? Alors c'est quand qu'on se rencontre? Avec des emojis de pistolet afin de leur montrer la couleur de leur rencard. Et elle lui en rajoutera une couche en lui disant: alors qu'est-ce que ça te fait d'avoir perdu un pote depuis la prison? En parlant de Jay Money, un membre très actif et respecté d'O-Block, qui a lui été victime des morceaux de métal peu de temps avant. Il répondra pas directement mais quelques temps plus tard en disant
tout simplement RIP J Money. Kei elle va même retweeter son message, mais Von il en avait pas fini, il va rajouter que Crack et Model restent dans la pisse. Ouais, il venait de sortir de prison, donc il était radical. Et les deux, ils étaient membres de la 63rd, mais aussi Gangster Disciple. Seulement 2 mois après ses tweets, elle va en reposter à nouveau, mais cette fois-ci, aucune attaque envers King Von. Mais des messages qui paraissent limite suicidaires, du genre « Je fais ce que je fais car je sais que Dieu a un jour pour moi ». Ou encore « Vous n'êtes personne jusqu'à ce que quelqu'un de vous tue, c'est juste réel ». Et seulement 24 heures après ces mystérieux tweets, donc le 11 avril 2014, elle postera l'adresse exacte de où elle se trouve en temps réel et sur Chicago, c'est le truc à ne pas faire. Mais Kira et plusieurs de ses potes étaient posés comme si de rien n'était devant une maison de leur quartier lorsqu'un homme va arriver à pied et leur envoyer une pluie de morceaux de métal avant de remonter dans une voiture bleue et de s'enfuir. La première personne a été touchée plusieurs fois mais heureusement a survécu. Le deuxième c'était FBG Butta, un ami proche de Kyra et aussi lui qui avait défoncé Von. Il a été touché au genou mais a lui aussi survécu. Il est d'ailleurs toujours vivant mais en prison. Il a même pleuré quand ils l'ont embarqué, regardez. Quant à Kyra, elle va recevoir 7 morceaux de métal répartis partout dans son corps. Les enquêteurs, eux, ils vont rapidement se mettre sur l'affaire et réunir un maximum d'éléments. Et ils l'ont fait comme dans les films, au bout de quelques jours d'enquête, et seulement 2 bonnes semaines après la disparition de Kira, soit le 29 avril 2014, les policiers vont placer King Von en prison afin de prendre leur temps et de le questionner sur le sujet. Et si t'as bien ouvert tes oreilles depuis le début, tu sais déjà ce qui va se passer. Il va leur dire qu'il n'a strictement rien à voir là-dedans, et même loin de là parce qu'il était amoureux d'elle. Il rajoutera même qu'il a jamais mis un pied de sa vie dans la rue où Kira a été tuée. Les enquêteurs, du coup, eux, ils étaient en mode « Ok, j'ai compris, toi t'es le genre de mec qui est bien relou. On va appeler des témoins qui vont venir au commissariat, puis toi, on va te placer à côté de plusieurs autres personnes, et les témoins vont décider si oui ou non t'étais présent sur les lieux ce jour-là. » Et King Von, lui, il a pas flanché une seconde, il était du genre « Ok, moi ça me dérange pas, je sais que j'ai rien fait. » Le premier témoin, il dira ne reconnaître personne parmi les différents suspects. Le deuxième, par contre, il va directement pointer Von du doigt, disant aux policiers, mais il y a de grandes chances que ce soit lui. Lui là, vous savez pas qui c'est les gars? Je sais pas, au bout d'un moment j'ai envie de vous dire, faites votre boulot les mecs. Mais ce témoin, il va jamais dire avoir vu King Von de ses yeux, il dira juste qu'il y a des chances, mais rien de concret finalement. Et le troisième témoin, lui, c'était le meilleur, parce qu'il va clairement leur dire avoir trop peur pour identifier un suspect, mais à côté de ça, il va quand même leur dire, les gars, je crois que c'est King Von par contre, hein. Je dis ça, je pose ça là, mais... Quant au quatrième et dernier témoin, lui, il passera pas par 4 chemins, il va directement pointer Von du doigt en disant « C'est bien lui les gars ». Suite à quoi, des procureurs sont arrivés pour examiner l'affaire, mais revirement de situation, parce qu'il va leur dire « Les gars, en fait, j'ai changé d'avis, je veux plus faire votre truc avec les faciès, témoins, etc. Ça me branche plus. » Au final, ils ont tout fait, il manquait plus qu'à envoyer les papiers au juge d'instruction, mais King Von, il a tout annulé. Et les enquêteurs, bien sûr, ils vont faire leur boulot et vérifier si tout ce qu'il dit est vrai. Mais malheureusement pour eux, le petit Davon, il avait pas menti. Sauf qu'en retraçant toute sa journée, ils vont se rendre compte qu'il avait quand même 45 minutes de liberté, pendant laquelle il aurait clairement pu commettre un crime. Et donc seulement un jour après, le procureur de Chicago va refuser de poursuivre Davon Bennett et qu'est King Von pour la disparition de Kyra. Ils vont donc le libérer aux alentours de 17h et seulement 2 heures après, avant 19h, il était déjà de retour sur Twitter. Et en vrai, quand tu regardes toute l'histoire, tu te dis que c'est une dinguerie, mais tout ça, c'était juste une petite bataille de leur grosse guerre Call of Duty. Mais selon les dires sur Chicago, la personne qui a fait disparaître Kyra, c'est Big A, un autre membre d'O-Block et proche de King Von qui nous a quitté peu de temps par la suite. Ce jour-là, ils disent que c'est lui qui aurait appuyé sur la gâchette et King Von serait aux alentours histoire de l'assister. Mais la vérité, nous, on la saura jamais. Ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé les gars et je sais que mes fins de vidéo sont assez brutales, j'essaye de faire mon maximum pour travailler ça. Mais surtout concernant King Von et aussi la vidéo de Lil Durk que j'ai sortie très récemment, sachez que tout ça, c'est juste des petites vidéos sur tout ce que je compte faire sur eux. Donc voilà, et n'hésitez pas à liker, commenter, me dire ce que vous en pensez, mais surtout prenez soin de vous et à la prochaine.